Bonjour Daniel Marie-Sainte. Bonjour M. Desgras. Dites-moi, comment va la Martinique? La Martinique va comme vont les colonies, c'est-à-dire elles subissent encore, après plusieurs siècles, la domination française. Oui, mais bon, c'est facile ça. Bon, vous êtes au pouvoir depuis 3 ans? Non, nous avons une parcelle de compétences. Nous ne sommes pas encore au pouvoir, D'accord. parce que le pouvoir martiniquais est encore à construire. Ici, au Conseil exécutif, le président Marie-Jean m'a donné un certain nombre de domaines de compétences. Alors, je mesure l'impuissance que nous avons devant un certain nombre de problèmes où nous subissons la tutelle de l'État. En particulier, j'ai en charge les infrastructures, je dois moderniser notre pays, construire, et il faut systématiquement que nous ayons l'autorisation de l'État pour le faire. Et l'État prend tout son temps parce que l'État français ne s'est pas imposé de délai pour donner des autorisations. Alors, au nom d'une loi qu'ils appellent la loi sur l'eau, d'après eux, un certain nombre de fonctionnaires sont persuadés que c'est plus que nous, c'est eux qui devront protéger notre pays et nous entravent de ce fait. Oui, mais vous savez ça au départ. Oui. Vous savez ça. Oui. Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi je suis venu à Martinique? Mais non, pourquoi vous êtes venu au pouvoir, quoi? Mais je suis venu au pouvoir pour élargir justement le champ des compétences. D'accord. Et faire en sorte que, grâce à une mobilisation de la population, qu'on puisse élargir les compétences des élus choisis par la population. Je vous donne un exemple qui est d'actualité. Tout le monde a vécu les problèmes que subissent encore nos marins pêcheurs, les Vauclins. Ils n'arrivaient plus à entrer dans le port pour pouvoir vendre le produit de leur pêche. Parce que le port était ensablé. C'est très simple pour nous. Comme le port appartient à la CTM, nous avons dit, bon, c'est très simple, nous allons désensabler notre port. Pour cela, il faut faire des dossiers pour avoir l'autorisation. Et ça traînait déjà depuis plus d'1 an. Eh bien, on fait en sorte que les pêcheurs se mobilisent, et vous voyez, en 24 heures, la mobilisation populaire a payé, nous avons eu l'autorisation. Donc les travaux ont pu commencer. Alors, faut-il à chaque fois se mobiliser contre cet État? Donc on se rend compte que l'État, dans cette affaire-là, empêchait aux forces martiniquaises, forces économiques, les marins-pêcheurs, de pouvoir faire leur job. Mais ils se sont mobilisés. Dès lors qu'ils étaient convaincus que nous, élus martiniquais, nous avions fait tout ce qui relevait de notre domaine de compétences, et comme c'est eux qui souffraient, l'humanité souffrante s'est mise en marche, et l'État a reculé. Et cette affaire n'est pas encore réglée, il n'a reculé que provisoirement, ce n'est que partie remise. Donc j'ai pris cet exemple. Mais je pouvais prendre ce même exemple pour le golfe de Martinique. Beaucoup de propriétaires d'hôtels se plaignent que nous avons un magnifique golfe qui a été dessiné par un grand architecte, etc. Ben, malheureusement, il s'est dégradé, nous devons le remettre à niveau. Pour le remettre à niveau, nous avons besoin de l'eau pour irriguer les surfaces vertes. Ouais. Là encore, il faut l'accord de la police de l'eau qui est tenue par le préfet. Eh bien, depuis août 2017, nous avons déposé un dossier. On ne cesse de nous demander des pièces complémentaires. Résultat, alors que j'ai déjà choisi toutes les entreprises pour faire des travaux, je ne peux pas commencer. Donc voilà les 2 exemples. Il y a le 3e que je peux prendre, qui est aussi scandaleux. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'il pleut dans le nord, les habitants de Saint-Pierre ne peuvent pas aller au Prêcheur et vice-versa. Ceux du Prêcheur à franchir. À cause d'une rivière, on appelle la rivière des Pères. Ceux qui s'occupaient de cela avant nous, déjà depuis le temps de l'État, s'étaient contentés de mettre un gué submersible. Évidemment, le gué submersible est submergé bien sûr. Mais dès qu'il pleut. Bon, très simple. Là, on dit, on peut faire quelque chose très rapidement, mettre un pont de secours, un peu plus haut. On fait une petite déviation. C'est rien de très simple. Mais pour ça, il faut faire un dépôt de dossier, la loi sur l'eau. Depuis 1 an, nous l'avons fait. Nous n'avons pas encore l'accord. Pour simplement mettre un petit pont. Vous êtes en train de critiquer la France, là, mais je suis en train le TCSP, c'est pas la France. Je suis en train de critiquer un système colonial où des fonctionnaires envoyés par l'État, nous avons l'impression qu'ils ont comme mission d'empêcher à des élus martiniquais, élus par la population, d'aménager la Martinique. Voilà dont je me plains. Et ces gens sont persuadés qu'ils aiment la Martinique plus que nous, puisque c'est au nom de la protection. Bon, prenons le cas du TCSP. C'est pas la France qui bloque. Qui bloque? Le TCSP.
Alors, je ne suis pas habilité à en parler, puisque le TCSP est géré par Martinique Transport, qui a donné une délégation Oui, de mais service bon, public. vous avez une petite idée. Je vous donne l'explication. Qui a donné une délégation de service public à la CFTU. La CFTU est dominée par le néo-PPM. Le néo-PPM. D'accord. Puisque la CFTU est une société d'économie mixte, et la majorité des capitaux est détenue par des collectivités qui sont regroupées au sein de la CACEM. Donc il faut interroger les forces politiques qui mènent cette affaire, leur demander pourquoi ils ne font pas en sorte que ça fonctionne. Oui, mais vous avez une idée quand même. J'ai l'impression que c'est de l'entrave politique qu'ils font pour mettre de l'entrave à l'action du président Marie-Jeanne. C'est qui le responsable? Il faut des noms, c'est qui? Oui, c'est ça. Oui, mais néo-PPM, c'est qui? Ce sont des élus néo-PPM. Vous êtes qui? un journaliste, vous C'est allez qui? investiguer, je suis sûr que vous connaîtrez. Les auditeurs connaissent leur nom. Moi, c'est ma manière de mener un combat politique. Je ne mène pas un combat politique contre les personnes. Je mène un combat politique au niveau des idées. D'accord. Je constate actuellement que toutes les structures qui sont dirigées présentement par des élus du néo-PPM, le nouveau PPM, différent du PPM de Césaire de l'époque, eh bien, ils cherchent des entraves à chaque fois qu'ils peuvent bloquer des actions que nous, les patriotes, nous menons, eh bien, ils les bloquent. C'est eux qui bloquent. Oui, mais quelqu'un comme Serge Letchimy, par exemple, lui, il aime la Martinique. C'est ce qu'il déclare. Mais il aime surtout injurier, nous insulter. Il m'a traité de Himmler, il m'a traité de Goebbels. Il traite Marie-Jeanne de diffamation, attention. Il traite Marie-Jeanne de dictateur. Mais en réalité, tous ses amis qu'il a placés dans différents postes, chaque fois qu'ils peuvent entraver notre politique, ils le font. Mais ce sera au peuple de trancher dans ça. D'accord. 3 ans après votre arrivée à la CTM, est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan? Oui. Oui. C'est-à-dire que nous regardons comment c'était en 2016 et comment c'était maintenant, nous avons progressé. Mais nous ne sommes pas satisfaits complètement, puisque nous progressions dans un terrain plein d'embûches. D'abord, et le président du conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne en parle souvent, d'abord les embûches financières. Toutes les choses-trappes qu'on nous a laissées, tous les héritages financiers, tous les contentieux qu'on nous a laissés, font que ça limite notre pouvoir de faire. Mais néanmoins, malgré tous ces obstacles, nous accomplissons, nous réalisons notre programme. Regardez, il y avait un chantier que nous avions entamé avant 2010, qui était la reconstruction du Seychelles-Cher, parce que le millier de personnes qui constituent la communauté scolaire du Seychelles-Cher étaient logées dans des bâtiments qui menaçaient de s'écrouler sur eux en cas de séisme majeur. Déjà, vous savez que le nombre de jeunes en Martinique, malheureusement, diminue. Nous voulons sauvegarder ceux qui fréquentent l'établissement scolaire. Donc nous étions donné la mission, une fois que nous savions que ce lycée était pourri, qu'il n'avait pas résisté à les grands séismes, eh bien, nous avions entamé sa reconstruction. Et notre projet a été entravé, là encore, par le néo-PPM. Par qui? Le néo-PPM, qui dirigeait la ville de Fort-de-France, qui avait refusé le permis de construire. Ils avaient même modifié leur plan local d'urbanisme, les règlements, pour faire en sorte que notre projet soit incompatible. Alors eux-mêmes, arrivés au pouvoir à la région en 2010, se sont rendus compte, en lisant tous nos dossiers, qu'effectivement, ce bâtiment risquait de s'effondrer. Donc ils ont modifié à nouveau, une deuxième fois, les règles de l'urbanisme de Fort-de-France pour rendre le projet compatible, rendre les règles compatibles avec le projet. Donc ils se sont donné à eux-mêmes le permis de construire. Ils ont été incapables de réaliser des bâtiments d'enseignement. Justement, alors nous avons, revenu au pouvoir en 2015, nous avons récupéré leur permis de construire et nous avons immédiatement lancé le chantier. Objectif, fin de chantier, juin 2020. 2020. Et le bâtiment, l'ex-maternité, qu'est-ce qui se passe là? Alors l'ex-maternité de Redoute, où l'élu néo-PPM de l'ex-région, l'ex-président de l'ex-région envisageait d'y mettre un lycée. Et ça, je l'ai chimie, c'est ça? Nous avons vu que c'est absolument inadéquat à un lycée, alors nous lui donnons une autre destination. Nous avons fait 2 choses dans l'ex-maternité. Nous avons terminé le confortement parasismique. Actuellement, le bâtiment qui est là, il ne va pas se coucher, s'effondrer en cas de séisme majeur. C'est vrai, ils avaient commencé à le faire, ils ont eu beaucoup de difficultés. Ils pensaient conforter ce bâtiment en 6 mois, il a fallu 3 ans pour le faire.
D'accord. Donc, lorsque nous arrivons en janvier 2016, nous terminons le confortement parasismique. Et le président Marie-Jeanne a décidé de donner une autre affectation à ce bâtiment. Ce sera un bâtiment de bureau et qui va accueillir nos services. C'est-à-dire l'ensemble de nos services techniques vont être basés là. Nous allons les regrouper et ils vont travailler, nous allons les concentrer, ils vont travailler en mutualisation. Pour cela, il fallait déposer un dossier de permis de construire. Nous avons regardé bien les règles de l'urbanisme à Fort-de-France qui prévoient, lorsque vous faites des bâtiments de bureaux, il faut mettre des parkings en proportion. Donc nous avons étudié toutes ces questions, nous avons trouvé des solutions techniques, nous avons déposé notre permis. Nous attendons encore la réponse jusqu'à aujourd'hui. Le délai pour que la ville de Fort-de-France nous donne le permis est passé. Il est terminé au 31 janvier de cette année. Donc je considère que j'ai un permis tacite. Donc dans les prochaines semaines, nous allons démarrer les travaux d'aménagement à l'intérieur de ce bâtiment, pour y loger nos services. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut parler du pont de Châteauboeuf? Du pont de Du Châteauboeuf. Est-ce que ça avance? C'est pas un pont, non. C'est un talus, un grand glissement. C'est comme ça qu'on l'appelle. Un grand glissement. Grand glissement. Alors, toutes nos investigations nous ont conduit à affirmer, et nous sommes certains, nous avons des preuves, que ce glissement qui s'est déclenché le 26 août 2018 a été provoqué par des fuites énormes du réseau d'eau potable. L'eau s'était stockée sous la chaussée, parce qu'il y a un gros tuyau du réseau de la ville de Fort-de-France qui passe en amont de cette voie, de la RN9, et pendant des jours et des jours, je ne sais pas depuis combien de temps, l'eau s'écoule, puisque nous avons placé des drains en contrebas du talus, le talus qui domine la zone d'aménagement, de l'activité économique qui s'appelle Rivière-Roche. Et bien, dans ces drains, nous avons comptabilisé jusqu'à 400 litres par heure d'eau potable, puisque nous avons fait des analyses par notre laboratoire, on a trouvé du chlore dans cette eau, donc c'est de l'eau chlorée. Donc, le chlore sert à assainir l'eau potable, à rendre potable l'eau brute. Donc c'était établi. Nous avons fait des investigations et nous avons pu trouver plusieurs fuites sur ce réseau, et le gestionnaire de ce réseau a dû admettre effectivement qu'il y avait des fuites, puisqu'ils ont réparé. Et au moment où nous faisons cette interview, actuellement, nous avons encore 200 litres par heure qui s'écoulent encore là. C'est pourquoi nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut que le gestionnaire du réseau d'eau potable change tout le tuyau. D'ici, c'est ça? Voilà. Donc, en même temps, nous avons fait des investigations, des calculs, et nous allons démarrer, là, dans 2 semaines, la construction d'un mur de soutènement pour soutenir le talus, un mur énorme, c'est le système de parois clouées qui va faire 80 mètres de long, sur 7 mètres de haut, donc c'est considérable, avec plus de, écoutez bien, 600 clous. Ces clous ont comme longueur entre 15 mètres et 25 mètres de profondeur, évidemment, qui sont posés en oblique, pour accrocher cette paroi au sol, à la partie qui ne glisse pas, stable. Et puis ensuite, nous allons reconstituer la voie au-dessus. Nous en avons pour jusqu'à décembre 2019 pour le rétablissement des 2 fois 2 voies sur la RN9. Voilà un peu ce que je peux dire de glissement, mais parallèlement à ça, nous avons constitué un dossier et nous avons l'intention de faire des mises en cause, parce que ceci aura coûté très cher à la CTM. J'ai fait un bilan, les sommes déjà dépensées, et ce qui reste à dépenser, on ne sera pas loin de 3 millions. D'accord. Dites-moi, on peut parler un peu politique? S'il vous plaît. Le MIM, comment ça va? Ben, le MIM, nous sommes en train de le reconstituer. Vous savez que le MIM a subi plusieurs agressions. Bon, il y a eu au sein du MIM fractionné, c'est-à-dire une fraction d'anciens camarades qui ont décidé de tenter de faire un coup d'État, de renverser le président, de nous contester. Eh bien, nous avons fait la démonstration à plusieurs reprises, et nous le faisons chaque mois, que la grande majorité des militants et des sympathisants soutient Alfred Marie-Jeanne. Alors, je vois que ces anciens camarades, qui sont devenus maintenant des adversaires, se sont abaissés jusqu'à avoir recours auprès de la justice coloniale française. Que ensemble, pendant des années, pendant plus de 40 ans, que nous dénoncions
Et c'est maintenant, ils essaient de s'allier à la justice française pour décaler le mime. Voilà la première agression que nous avons subie. Et puis, également, des militants que moi j'avais toujours désignés comme l'avenir du mime, se sont livrés à ce qu'Alfred Marie-Jeanne a appelé le complot. Moi, j'ai pris mon temps pour bien accumuler des éléments. Parce que, vous savez, je suis un pragmatique. Vous avez pris au moins 2 ans. Oui, parce que je suis un marxiste matérialiste. C'est seule la vérité qui est révolutionnaire. Donc, il fallait bien faire une analyse concrète d'une situation. Il y a une théorie qui se développe actuellement, qui est qu'il faut faire la théorie du jeunisme. Les vieux, il faut les jeter, et parce qu'il faut les remplacer par des jeunes, c'est nouveau, etc. La France a fait cette expérience présidentielle. Regardez dans quel état actuellement se trouve la France. Alors nous n'avons pas voulu ça pour le mime. Nous disons que c'est le peuple qui décide. Tant que les militants travaillent au service du peuple et que le peuple leur fait confiance, nous continuons. Tant qu'un militant sent qu'il a la force d'apporter sa contribution et qu'il travaille non pas pour son intérêt personnel, mais pour le service de son peuple, servir le peuple, pour moi c'est fondamental, eh bien, nous avons donc subi cette deuxième agression, nous faisons face et le mime continue son chemin. Est-ce que le départ de Nilor, c'est un échec pour le mime? Non, c'est un choix que fait celui qui est parti. Vous savez, l'acte de militantisme, c'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire. À un moment donné de sa vie, quelqu'un prend conscience. Et puis il dit, je ne peux pas accepter le système qui est là, il faut que j'agisse pour le changer. Et il va s'associer avec d'autres qui ont la même idéologie que lui, qui ont le même système de pensée. Et cette agrégation de militants forme une organisation politique. Tant qu'on est d'accord avec le programme, on travaille ensemble. Ma position, c'est que lorsqu'on n'est pas d'accord, on s'en va, au lieu de faire la zizanie. Donc, il a fait des pratiques que nous n'avons pas appréciées, il a été critiqué. Il s'en est allé et nous continuons. Quelle pratique? Mais la pratique qui a consisté, dans le dos du président, de faire des complots. C'est-à-dire quoi? Complot, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de chercher des alliés à l'extérieur de l'organisation dans le seul but de renverser, de décaler celui qui dirige le mouvement. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Je n'ai pas encore compris que ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Je mène des débats idéologiques. Je combats des idées. Aujourd'hui, il y a des fractions de personnes, un nombre de personnes qui se liguent et qui n'ont qu'un seul intérêt. Alors, ce qui les rassemble, c'est de renverser et de combattre Alfred Marie-Jeanne. Oui, mais concrètement, ça se passe comment? C'est de ça qu'il s'agit. Ça se passe comment à la CTM? Il suffit de voir comment ils se sont rassemblés. Tous ceux qui se sont rassemblés, ils n'ont que ça en commun. Les fractionnistes qui ont voulu faire le coup d'État dans le mime, et qui persécutent encore le président Marie-Jeanne en allant voir des juges, c'est d'une part. Deuxièmement, d'autres qui cherchent des alliés et qui n'ont que seul point commun, le fait qu'ils veulent renverser Alfred Marie-Jeanne. Donc, c'est ce qui les rassemble actuellement. Donc, tous les anciens... À la CTM, ça se passe, concrètement, à la CTM, ça se passe comment aujourd'hui? Bien, concrètement, à la CTM, nous faisons des propositions dont discutées dans les commissions, ensuite elles se présentent en plénière, et puis nous observons que, lors de la dernière plénière par exemple, tous les points qui ont été présentés ont été votés. Donc, puisque c'est un système un peu parlementaire, il y a une assemblée élue par une population, il y a des propositions qui leur sont soumises, il y a un débat, et puis donc ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, est-ce que Nilor fait partie de la majorité? En tout cas, ce que je détermine, c'est quoi une majorité? C'est le nombre de personnes... Mais les gens qui ont été amenés au pouvoir. Le nombre de personnes qui se rassemblent pour voter des propositions. Le budget a été voté. Ça veut dire qu'il y a une majorité d'élus qui ont voté le budget. Tous les points. Alors, chacun des élus se détermine en âme et conscience. Nous sommes dans une élection de liste. Il y avait une tête de liste qui s'appelait Alfred Marie-Jeanne. La liste s'appelait, dans le premier tour, Grand Assemblée pour faire réussir la Martinique. Chacun a pris un engagement. Je rappelle que le document a été signé. D'accord. Au nom de tous les élus. Et on s'est engagé pendant une mandature à appliquer un programme. Eh bien, ce programme, c'est lui qui est en œuvre.
Et j'observe dans les plénières, j'observe les majorités. Voilà. Donc chaque élu se détermine. Et tant que l'on vote les projets, bon, c'est qu'on considère que le projet, il faut le soutenir. Merci.